La froideur de l'après-midi hivernal du désert d'Arizona ne laissait aucune pitié. Le soleil pâle disparaissait derrière les montagnes enneigées, comme une pièce d'argent glissant dans l'ombre, et le froid mordant devenait encore plus traître. De fins flocons descendaient, recouvrant la terre blanche d'un silence presque absolu. Shan avançait en titubant entre les silhouettes allongées des cactus givrés. Ses bottes écrasaient la neige durcie, tandis qu'une douleur aiguë à son flanc lui rappelait la balle qu'il avait touchée lors de sa fuite. Il avait simplement tenté de prendre un peu d'eau, quelques provisions, rien de plus. Une erreur imprudente qui risquait maintenant de lui coûter la vie. Son cheval avait fui dès les premiers coups de feu, le laissant seul dans l'immensité glacée du désert, saignant et affaibli. Le froid implacable devenait de plus en plus brutal. D'abord de légers frissons, puis des tremblements incontrôlables. Ses doigts engourdis refusaient d'obéir lorsqu'il tenta d'allumer un feu avec des pierres. La blessure saignait lentement, assombrissant la neige de taches rouges. Shan sentait sa force diminuer, la vie s'échappant goutte après goutte. Finalement, ses jambes cédèrent et il s'effondra dans la neige, acceptant presque l'idée de son dernier souffle. C'est alors qu'il entendit des pas, légers mais distincts dans le silence. En ouvrant les yeux, il distingua une silhouette sombre. Pendant un instant, il crut voir la mort venir à sa rencontre, mais la mort ne porte pas d'arc ni de flèche. La femme qui se tenait devant lui semblait surgir du désert lui-même. Sa peau sombre contrastait avec la neige, son long cheveu noir tombait en cascade, et ses yeux profonds semblaient lire à travers lui. Shan comprit immédiatement qu'elle était apache, à sa tenue de cuir finement travaillée et à la manière silencieuse dont elle se mouvait. « Aide !» murmura Shan d'une voix presque inaudible. Elle le regarda longuement avant de tourner la tête vers l'horizon, où de minces colonnes de fumée montaient dans l'air glacé. « Ils te cherchent encore, dit-elle calmement. Ils suivent tes traces dans la neige. » Shan tremblait violemment, incapable de sentir ses doigts. La femme s'agenouilla, inspectant sa blessure avec assurance. La balle est ressortie. Rien d'essentiel n'a été touché. Mais le froid du désert peut coûter la vie à n'importe qui. Si j'allume un feu ici, ils verront la fumée. « Tu vas me laisser ici ?» parvint-il à dire. Un bref sourire, presque énigmatique, éclaira son visage. « Non, je te veux vivant. Mais il faut te déplacer. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle le souleva avec une force surprenante, le tirant jusqu'à une petite caverne cachée entre les rochers enneigés. À l'intérieur, le vent ne pénétrait plus, mais le froid restait mordant. Shan tremblait encore, ses mains totalement insensibles. Dans l'obscurité, il sentit la femme défaire sa chemise gelée pour bander sa blessure avec des bandes de tissu. « Il n'y a qu'un moyen pour empêcher ton corps de céder au froid, dit-elle d'un ton ferme. Avant qu'il ne comprenne, elle se blottit contre lui pour partager la chaleur de son corps, les deux enveloppés dans les peaux qu'elle portait. Shan se raidit, gêné, mais elle murmura. « Ce n'est que pour survivre. Le froid te prendrait avant le coucher du soleil autrement. » Peu à peu, la chaleur revint, sa respiration se calma, et le tremblement cessa. Mais une question demeurait. Pourquoi m'aider? Elle resta silencieuse un long moment. À l'extérieur, des voix lointaines portées par le vent rappelaient que les hommes le cherchaient toujours. « Parce que tu vas m'aider à obtenir ce dont j'ai besoin, » répondit-elle enfin. Le matin suivant, Shan se réveilla, encore douloureux mais vivant. La femme, celle, se tenait à l'entrée de la caverne, observant le désert blanc. « Ils ont campé à moins de 3 kilomètres, dit-elle. Nous devons partir avant que les traces ne réapparaissent quand la neige fondra. » Shan tenta de se redresser. « D'accord, mais pourquoi te poursuivent-ils vraiment ?» demanda-t-elle soudain en se tournant vers lui, son regard perçant. Il détourna les yeux. « J'ai essayé de prendre un peu de nourriture. J'étais affamé. »« Ce n'est pas la vérité. On ne tire pas pour si peu. Dis-moi ce que tu caches. » Le silence tomba dans la caverne, lourd et inévitable. Shan comprit immédiatement qu'elle parlait sérieusement. Il le voyait dans son regard et dans la façon dont sa main reposait près de la lame attachée à sa ceinture. Il poussa un soupir, son souffle formant de petites nuées blanches dans l'air glacé, et admit qu'il avait tenté de prendre son cheval le plus précieux, un magnifique pur-sang valant une fortune, car il en avait besoin pour rejoindre la Californie et commencer une nouvelle vie loin de tout cela. Celle l'observa longuement, le visage éclairé par la lueur froide de l'aube, puis reconnut qu'au moins il disait maintenant la vérité.
Elle s'agenouilla devant lui, si près qu'il distingua les petites cicatrices sur ses mains, traces évidentes d'une existence difficile. Elle confessa, à sa grande surprise, qu'elle aussi fuyait quelque chose, sa propre communauté. Chassée de sa tribu après un conflit, elle expliqua que le chef du groupe qui les pourchassait avait attaqué son camp quelques lunes plus tôt, lors de la première grande chute de neige, volant leurs chevaux, brûlant leurs abris et blessant de nombreux membres de son peuple. Son frère Takoda, âgé de seulement 16 ans, avait succombé sous ses yeux dans la neige glacée, et Shan sentit un nœud se former dans sa gorge en imaginant cette scène. Lorsqu'il exprima sa compassion, elle répondit qu'elle ne cherchait pas la pitié mais la justice, même si les anciens de son peuple le lui avaient interdit. En désobéissant pour partir à la poursuite des agresseurs, elle avait été bannie et n'avait plus ni foyer ni famille. Tout devenait clair pour Shan, elle l'avait sauvé car elle avait besoin de lui pour s'infiltrer dans le campement adverse, sachant qu'un homme blanc inspirerait davantage confiance qu'elle. Elle affirma qu'il raconterait une histoire crédible pour tromper leurs ennemis et qu'elle attendrait dissimulée, prête à agir. Shan protesta que c'était beaucoup trop risqué, mais elle répondit qu'elle préférait tenter quelque chose plutôt que rester impuissante face au sort de son frère. Lorsqu'il refusa, elle plaça la lame contre sa gorge pour lui rappeler qu'il lui devait la vie et qu'il ferait ce qu'elle demandait. Malgré la menace, Shan perçut derrière sa colère une douleur immense et accepta de l'aider à condition qu'ils agissent intelligemment, sans se précipiter. Après un long silence, elle abaissa la lame, déclara qu'il avait du courage et accepta son plan, tout en le mettant en garde contre toute trahison. Avant de quitter la grotte, elle le remercia pour la première fois. Dehors, le désert enneigé s'étendait sous la lumière grise du matin, tandis qu'il marchait dans le lit gelé d'une ancienne rivière. Le froid mordant rendait chaque respiration difficile et la blessure de Shan le faisait souffrir, mais il ne se plaignait pas. Ils avancèrent longtemps sans un mot jusqu'à ce que celle remarque des traces dans la neige, expliquant d'un ton calme que 5 cavaliers étaient passés là moins de 2 heures plus tôt et élargissaient leur zone de recherche. Fasciné par sa capacité à lire le terrain, Shan l'écouta décrire ce que la neige révélait pour qui savait l'observer. Ils atteignirent finalement un ancien camp d'été abandonné par son peuple, où ils décidèrent de se reposer à l'abri du vent. Tandis que Shan s'assit contre un rocher, épuisée, celle rapporta de l'eau recueillie dans un vieux récipient et quelques plantes séchées qu'elle transforma en pâte médicinale. Elle lui demanda d'enlever sa chemise pour soigner sa blessure, appliquant la mixture qui brûlait fortement mais empêchait l'infection. Shan observa alors les marques d'années de lutte et de survie sur ses bras, mais aussi une beauté farouche qu'il n'avait pas remarquée jusque-là. Lorsqu'il lui demanda comment était son frère Takoda, elle répondit avec une douceur douloureuse qu'il était tout son contraire. Lumineux, bienveillant, toujours prêt à rire, trouvant de la joie dans les choses simples comme une mariposa en été ou le murmure du fleuve avant qu'il ne gèle. Sa voix se brisa légèrement tandis que des larmes non versées brillaient dans ses yeux foncés. La nuit où ils ont attaqué, il n'était pas armé. Il était simplement sorti pour ramasser de la neige propre afin d'obtenir de l'eau, et le chef du groupe ennemi l'a frappé par derrière comme on abat un animal sans défense, sans même lui laisser le temps de réagir. Je l'ai trouvé étendu dans la neige teintée de rouge, sa voix déjà presque éteinte, un souvenir si douloureux que les mots me manquent encore. En écoutant ce récit, Shan sentit une colère brûlante s'éveiller en lui, bien qu'il n'ait jamais connu Takoda. L'idée de ce jeune homme innocent tombé dans le froid allumait quelque chose de sombre dans son esprit. Il s'excusa, conscient que ces mots étaient insuffisants, car personne ne devrait disparaître de manière aussi injuste. S'il termina de poser le bandage en expliquant que ce qu'elle cherchait n'était pas une vengeance irréfléchie, mais une forme de justice. Cet homme ne pouvait pas continuer sa route comme si rien ne s'était passé alors que son frère reposait sous la terre gelée. Shan promit de l'aider, surpris par la sincérité de sa propre voix. Mais il lui demanda, une fois arrivé près du camp adverse, de ne rien faire sous l'impulsion, car entrer seule dans la neige, guidée par la colère, la conduirait directement à sa perte. Elle réagit avec tension, mais il insista. S'il voulait vraiment honorer la mémoire de Takoda, il devait agir avec intelligence, pas avec précipitation. Le silence qui suivit était aussi lourd que le vent glacial entre les rochers. Finalement, elle admit d'un ton presque amusé qu'il parlait avec une sagesse surprenante pour quelqu'un avec un passé trouble. Shan reconnut ses erreurs. Il avait déjà laissé la colère détruire des choses précieuses dans sa vie, et c'est ce qui l'avait mené, seul et blessé, jusqu'à ce désert enneigé. S'il l'observa longuement avant d'accepter, il suivrait son plan, organisé et réfléchi, mais elle affirma qu'elle devait affronter le responsable en face à face quand le moment viendrait. Shan ne contesta pas, même si cette idée l'inquiétait.
Elle se posta alors au bord du campement, le vent soulevant ses cheveux noirs comme une sculpture sombre dans le blizzard, et déclara que dès que le soleil baisserait, ils se mettraient en route. En fin d'après-midi, ils avancèrent en silence entre les cactus givrés, s'y lui apprenant à marcher sur la neige sans bruit et à contrôler sa respiration pour ne pas être repérés. Depuis une colline glacée, ils purent observer le campement où 23 hommes se chauffaient autour des feux. Elle lui montra la grande tente où dormait le chef, reconnaissable à une cicatrice profonde et à un chapeau sombre cerclé d'argent. Elle lui donna un petit miroir pour lui envoyer une triple lueur lorsqu'il serait seul avec le chef. Elle précisa que la neige, le froid et le brouillard jouaient en leur faveur, mais qu'il ne devait jamais se laisser tromper par un air amical. Shan descendit finalement vers le camp, main levée, simulant la détresse même si une partie était réelle. Arrêté par 2 gardes, il raconta avoir survécu à une attaque et chercha seulement un peu d'eau et de nourriture. Après hésitation, ils le conduisirent au chef, un homme au regard aussi glacial que le paysage. Celui-ci examina Shan avec méfiance, mais finit par accepter de le garder, expliquant qu'ils avaient perdu des hommes récemment et qu'ils cherchaient quelqu'un qui les avait trompés avant de fuir dans la tempête. Shan sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il mettait les pieds dans un piège dangereux, mais c'était la seule façon d'approcher l'homme que s'il voulait affronter. Même sous cette neige épaisse, on attendait de Shan qu'il les aide à obtenir ce qu'il voulait. Il acquiescit, la gorge nouée par l'ironie de la situation. Le capitaine ordonna à Murphy de lui donner de l'eau chaude, un repas et des bandages propres, puis revint sur ses pas pour le menacer calmement. S'il tentait quoi que ce soit ou s'il le découvrait en train de mentir, il le laisserait dehors dans le froid toute la nuit, ce qui suffirait à le condamner. Lorsque le chef disparut dans sa tente, Shan réalisa qu'il retenait sa respiration. Il était enfin infiltré. Maintenant commençait la partie la plus dangereuse. Le 3e jour se leva sur un ciel gris métallique. Depuis 2 jours, il gagnait la confiance des hommes. Il travaillait avec eux dans le froid coupant, partageait des histoires inventées près du feu, s'intégrant comme s'il faisait partie du camp. Chaque minute lui retournait l'estomac, mais il n'avait pas le choix. Le capitaine, que tous appelaient ainsi, l'avait assigné à des tâches modestes, nettoyer des armes, s'occuper des chevaux dans l'enclos enneigé. Cela lui permettait d'observer sans éveiller les soupçons. Il étudiait les rondes, les habitudes, les moments où le chef était seul. Quand un rayon de soleil perçait les nuages, il envoyait un bref signal avec un petit miroir vers les collines, là où celles l'attendaient, cachées dans les rochers glacés. Il l'imaginait là-haut, affamé, transi mais tenu debout par la promesse d'attendre sa marque. L'occasion arriva un après-midi, totalement inattendu. Le capitaine, enfermé dans sa tente chauffée, avait bu toute la matinée pour célébrer une affaire douteuse. À la mi-journée, il était ivre comme Shan ne l'avait jamais vu. Le camp entier suivait le mouvement. Rire trop fort, chant déformé, discipline relâchée, neige tombant doucement sur les fêtards. C'était le moment. Le capitaine tituba seul vers sa tente, enfin sans escorte. Shan marcha vers le côté nord du camp, feignant un besoin naturel, et une fois hors de vue, sortit son miroir. Avec des mains tremblantes, il lança 3 signaux vers les collines blanches. Puis il rangea l'objet et retourna comme si de rien n'était, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque le bruit du vent. 15 minutes plus tard, des chevaux du corral se mirent à hennir violemment, puis à tourner nerveusement dans la neige, affolés. Les hommes les plus lucides se levèrent, surpris. Certains parlèrent de loups. On envoya plusieurs hommes vérifier. Pendant ce temps, Shan aperçut une ombre glisser entre les tentes, silencieuse comme une apparition. Celle, camouflée dans la neige, avançait vers la tente du chef. Il devait maintenant détourner l'attention. Il cria qu'il avait vu quelque chose bouger près des arbres. Plusieurs hommes se tournèrent vers l'endroit indiqué, armes en main, les sens brouillés par l'alcool. La confusion fonctionnait. Celle entra dans la tente, invisible pour presque tous. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'un cri ne perce l'air, celui du capitaine. Tout le camp se précipita. Shan suivit, le cœur lourd, quelque chose avait mal tourné. En entrant, il vit le capitaine blessé au bras, tenant un pistolet d'une main tremblante. Celle, acculée au fond de la tente, son couteau levé, ressemblait à un animal piégé. Le capitaine accusa Shan de trahison. Les hommes encerclèrent Celle, armes pointées. Elle n'avait aucune issue. Shan comprit que si rien ne changeait, elle mourrait là, et lui avec. Mais dans ses yeux, il ne vit ni peur ni résignation, seulement une détermination farouche, la même qui l'avait mené à braver l'hiver pour venger son frère. Alors Shan fit le choix qui bouleversa tout.
Il se plaça devant elle, faisant écran de son propre corps, et lança que c'était un piège. Si les hommes lui faisaient du mal, sa tribu cachée dans les collines verrait cela comme un appel à la vengeance. C'était totalement inventé, mais la réputation des peuples des montagnes en hiver suffisait à créer le doute. Le capitaine hésita. Shan demanda qu'on la laisse partir pour éviter un conflit. Durant un long moment, le chef fixa tour à tour Shan et Sel, avant de baisser son arme et de leur ordonner de quitter le camp immédiatement. Shan ne perdit pas une seconde. Il emmena Sel dehors, malgré sa résistance, traversant un couloir d'hommes hostiles. Une fois hors du camp, dans la blancheur silencieuse, elle se dégagea furieusement et l'accusa d'avoir ruiné sa vengeance. Shan répliqua qu'elle allait mourir, qu'elle avait été encerclée. Elle répondit que la mort ne lui faisait pas peur. Les larmes qu'elle retenait depuis des années coulèrent enfin, gelant presque sur ses joues. Elle frappa Shan, puis s'effondra contre lui, brisée. Il la serra maladroitement, incapable de faire autre chose. Elle murmura des excuses, reconnaissant que sa mort n'aurait rien apporté. Shan lui releva doucement le visage et lui dit qu'il pouvait encore agir, mais ensemble. Elle hocha lentement la tête. Ils restèrent ainsi un long moment sous la neige, deux êtres perdus trouvant pourtant un semblant de confiance. Quand elle lui demanda pourquoi il avait risqué sa vie, il répondit simplement qu'il ne voulait pas la perdre, qu'elle était la seule chose authentique qu'il avait rencontrée depuis longtemps. Elle prit sa main et ils s'éloignèrent dans l'immensité blanche, laissant deux traces parallèles derrière eux. Le capitaine vivait encore, la justice restait à faire, mais pour l'instant, survivre à deux était déjà une victoire. La neige crissait doucement sous leurs pas tandis qu'ils s'éloignaient du campement, laissant derrière eux le vacarme confus des hommes encore bouleversés. Le vent froid balayait le paysage, effaçant peu à peu leurs traces comme si la nuit même cherchait à protéger leur fuite. Shan jetait parfois un regard en arrière, vérifiant qu'aucun cavalier ne surgissait de l'obscurité. Mais le camp restait silencieux, engourdi par l'alcool, la peur et la tempête qui se renforçaient. Sel marchait à ses côtés, respirant difficilement, la fatigue et l'émotion pesant sur ses épaules. Après plusieurs minutes, elle brisa enfin le silence. « Tu sais que esto no a terminado » dit-elle d'une voix rauque. Shan hocha lentement la tête. « Je le sais. Ce n'est pas la fin, seulement une pause. Mais tant que tu es vivante, il y a encore un chemin. Et on le prendra ensemble. » Ils continuèrent à avancer dans la blancheur, leurs silhouettes se fondant presque dans le paysage gelé. Plus ils s'enfonçaient entre les rochers, plus la tempête gagnait en force, fouettant leurs visages et couvrant leurs manteaux d'une fine couche de glace. Soudain, au loin, une lueur chaude scintilla derrière une crête rocheuse. « Une grotte, peut-être, » murmura Shan. « Ou un abri naturel. On doit s'y rendre avant que le vent ne devienne trop fort. » Sel acquiesça et ils accélérèrent le pas, glissant parfois sur la neige tassée. Le froid mordait leurs mains, leurs visages, leurs jambes. Chaque souffle semblait arracher une part de chaleur à leur corps fragilisé. Lorsqu'ils atteignirent la source de la lueur, ils découvrirent une petite cavité naturelle éclairée par la lumière réfléchie de la neige. Pas de feu, pas de présence humaine, seulement un refuge providentiel contre la tempête. « Nous resterons ici jusqu'à ce que ça se calme », dit Shan en secouant la neige de ses épaules. Celle s'assit lourdement contre la paroi froide. Son regard se perdit un instant dans le vide, comme si elle revivait encore la scène dans la tente du capitaine, l'adrénaline, la peur, et le moment où tout aurait pu basculer. « Tu m'as sauvé », dit-elle enfin d'une voix plus douce. « Nous nous sommes sauvés tous les deux », répondit Shan. On n'en serait pas sorti autrement. Un silence apaisé s'installa. La tempête rugissait à l'extérieur, mais la petite grotte les enveloppait comme un cocon fragile. Celle inspira profondément, puis murmura. « Quand tout ça sera terminé, oui, je retournerai sur la tombe de mon frère, pour lui dire que je n'ai pas abandonné, que je me suis battu, mais pas seul. » Shan sourit faiblement, touché. « Alors je t'accompagnerai. Jusqu'au bout. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, leur respiration se mêlant dans l'air glacé. Dehors, la tempête poursuivait son œuvre, mais à l'intérieur, une paix nouvelle venait de naître. Demain, ils reprendraient la route. Demain, la justice continuerait. Demain, l'hiver céderait peut-être un peu de terrain. Mais pour l'instant, survivre ensemble était leur seule mission et leur unique victoire. Não, eu não duvido que o... Tipo assim, o plano deles é deixar essa Susa fraca pra eles dominarem aqui.
É, ele já tem meio caminho andado pra isso, né. Não, não liberou. Eu fiz o block folder, não liberou. Tenta usar. Espera aí o block folder pra ele. Hum. Bugou o livro. Tá, mas a gente vai descobrir. Espera aí. Não tá faltando nada, filha, só bugou, né. O seu tem? Mentira que o seu tem um crafting e o meu não. Sério? Ah, o seu tem mais coisa?